Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode des entrepreneurs sur entreprendre et voyager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Valentin sur la chaîne. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Marion pour l'invitation. Donc voilà, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, le but, c'est qu'on parle un peu plus de copywriting et de digital nomadisme. Vous allez voir, c'est ce qui m'intéressait dans ton profil. Ouais, écoute, alors je fais plusieurs choses. Mm. Je vais essayer d'être synthétique mais complet malgré tout. Ouais. Alors j'ai une activité de freelance en copywriting, donc ce que tu as mentionné. Je suis freelance copywriting depuis le début de l'année 2020. Je travaille pour différents clients, essentiellement des startups. Avant, j'ai eu l'occasion de travailler, 2 ans pour Live Mentor, qui est une startup de l'éducation, également en tant que copywriter. Donc c'est pour ça que, la transition, vers le freelancing en copywriting a été assez simple pour moi. Et en parallèle de ça, j'ai 2 projets actuellement, 2 autres projets. Le premier que j'ai lancé également au début de l'année qui s'appelle, Sauce Writing. En fait, j'accompagne des personnes, dans l'écriture d'articles, donc des formats, formation et bootcamp. Et également un projet plus récent qui s'appelle Longue Vue. En fait, on va créer une box avec des biographies et un club de lecture, à côté. Et dernier point, au-delà de ce que je fais, actuellement, je suis entre guillemets «nomade». Là, je suis chez mes parents, mais j'ai rendu mon appart à Paris, en quittant mon CDI et donc j'ai voyagé au début de l'année 2020. Ça a été stoppé par le covid, Mmh. mais je compte, rester, nomade et continuer à voyager dans les mois à venir, quoi. Super, bah, je me retrouve dans beaucoup de points, donc ça va être vachement intéressant. Voilà, moi aussi depuis le covid, je peux pas trop bouger, mais voilà, je suis dans le même cas que toi, je suis chez mes parents, c'est ma base, mais après j'aime bien bouger aussi. On va Ouais. repartir juste un petit peu sur ton parcours. Hem Comment ça s'est passé? Parce que, Live Mentor, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une école pour entrepreneurs, à Paris, tout ce qui est dans l'entrepreneuriat, pardon, marketing Ouais. digital et cetera. Et moi, j'ai rencontré, les fondateurs de Live Mentor il y a un petit moment. Et je voulais savoir comment en fait, quel a été ton parcours avant d'intégrer Live Mentor? Et ton rôle et ton intégration déjà parce que quand même c'est un gros incubateur, cercle pour les entrepreneurs et donc déjà ça fait une différence, quand tu commences dans ce type de cercle. Ouais, c'est clair. En fait, moi, Live Mentor, ça a été mon premier job. Donc, Mmh. avant, avant, j'avais fait une école de commerce. Ouais. Hem Et en fait, j'avais pas envie de rejoindre une grosse boîte ou d'avoir un parcours, entre guillemets «classique». À la fin de en dernière année, j'ai fait un master orienté, entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà envie de créer des choses, mais, je sentais que j'avais pas forcément l'expérience, le bagage, les compétences pour me lancer directement, soit en freelance, soit en créant ma boîte. Mmh. Et donc, j'ai vu cette boîte-là qui s'appelait Live Mentor. Déjà l'univers de base m'a attiré parce que Ouais. comme tu l'as dit, on est au contact d'entrepreneurs, de gens qui montent des projets, on parle de ça tout le temps et donc rien que pour ça, ça donnait une énergie, dingue au quotidien. Mmh. Ensuite moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que j'écrivais, sur internet. Tu vois, j'avais déjà Ouais. publié un premier livre et donc et en fait, ça tombe bien parce que Live Mentor, il cherchait à ce moment-là un copywriter. Donc quelqu'un D'accord. qui écrivait sur les thématiques de l'entrepreneuriat, un petit peu du dev perso, du marketing et en fait, j'avais le profil, idéal pour ça à ce moment-là et pour moi, c'était une opportunité Mmh. voilà, incroyable parce que j'allais à Paris dans une belle start-up, en plus avec, à l'époque, quand je suis arrivé, on était 15 donc c'était une petite équipe, Ouais. tu connais tout le monde. Tout le monde est passionné par son job, c'est hyper stimulant, c'est hyper enrichissant et donc tu découvres plein de trucs. J'ai eu la chance d'être au contact de Alex, donc le CEO Oui. fondateur, qui m'a appris plein de trucs également et donc je suis arrivé là-dedans. Quand j'y repense là 2 voire 3 ans après, c'était un excellent choix que j'ai fait parce que, j'ai appris énormément de choses et ça me sert, chaque jour pour ce que je fais et pour ce que je vais faire. Mmh. Donc je suis vraiment content d'avoir eu cette expérience-là. Et pour ce que je faisais, alors
ça a beaucoup évolué et ça a beaucoup changé parce qu'on était une petite boîte, donc les besoins, enfin, tout va très vite et il faut Oui, vite, oui. bon, faut combler les trous, il faut faire ça, faut faire ci. Mais disons que je suis arrivé vraiment en tant que copywriter, donc je m'occupais, de la newsletter, des articles de blog, des cours par email et ensuite mon rôle s'est élargi, et à la fin, j'étais responsable de lancer de nouvelles formations et de lancer des nouveaux produits. Mmh. On avait testé un service de coaching par Telegram, WhatsApp, donc D'accord. voilà, j'ai vraiment fait des choses très différentes, quoi. Ouais. Donc mais pour moi, c'était ce que je cherchais, moi, je voulais voir plein de trucs et du coup, c'était hyper enrichissant, quoi. Et justement après le passage, à ta propre activité, quelle a été la transition et ouais, tout simplement. Bah, la transition, enfin, moi déjà dès le début, je savais que j'avais pas envie de faire carrière. Oui. Mmh. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, d'apprendre plein de trucs, d'être dans un environnement stimulant. Et je savais qu'à terme, j'allais vouloir, quitter, Live Mentor pour créer ma propre boîte et avoir mon activité. Donc je suis resté 2 ans chez Live Mentor, en ayant toujours en tête que voilà, j'allais Mmh. pas rester 10 ans. Mmh. Donc moi j'avais, 2 jobs. J'avais le job live mentor la journée et puis aussi le job de préparer Ouais. la suite pendant que je travaillais. Parce que je comprenais que j'avais pas envie de quitter live mentor pour me retrouver du jour au lendemain avec rien et devoir tout reconstruire de zéro. Moi Mmh. je voulais, pendant live mentor me créer mon parachute pour la suite et me créer mon tremplin, ma transition. Et donc j'ai continué à publier des articles, sur mon blog personnel, en parallèle de chez Live Mentor. J'ai pas fait de freelance, mais à la fin, j'ai commencé un tout petit peu à amorcer, la transition. Donc quand il me D'accord. restait 1 ou 2 mois, j'ai commencé à prendre des missions test. Comme ça, je savais que, quand j'allais quitter, ben, en fait, j'allais pouvoir démarrer et enchaîner Mmh. directement. Donc ça Mmh. a été, important. Ouais. Et puis voilà, moi, ça fait maintenant presque 5 ans que j'écris, sur internet. Donc il y a des gens qui me suivent. On me contacte régulièrement, pour des missions, grâce à mes articles. J'ai publié 2 livres du coup. J'ai publié mon deuxième quand j'étais chez Live Mentor. Donc en fait, j'ai construit plein de trucs Oui. pour que, voilà, quand je quitte Live Mentor, je suis serein sur la suite. À la fois sur la partie freelance, donc trouver des missions et à la fois sur la partie, j'ai un projet et je sais que ce projet va me permettre de capitaliser sur mes compétences, mes expériences, mon audience, mon réseau. Ce que j'ai fait avec Sauce Writing et sur lequel également j'ai pu générer un petit revenu, assez rapidement, quoi. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est le fait d'avoir, un projet en parallèle d'une activité dans laquelle tu apprends et cetera. Ça, c'est hyper intéressant et je crois que, je l'ai vu dans une newsletter récente, je crois d'Alex je crois que c'était d'Alex, qui parlait de double envol justement. Donc, un envol, personal branding et puis un envol, Ouais. de continuer ta «carrière» entre guillemets, professionnelle. Ouais, c'est hyper important de moi, j'aime bien dire ça, mais il faut toujours, essayer de se projeter à 1, 2, 3 ans et te dire: «OK, comment est-ce que dans ce que je fais aujourd'hui, ça peut me servir de tremplin pour la suite? Ça peut me servir de levier?» Et donc ça veut dire effectivement, travailler sa marque perso, être dans un contexte où tu apprends toujours des choses, plutôt que de favoriser peut-être, l'argent à court terme. En fait, tu as plutôt Ouais, intérêt, moi je pense à te dire, où est-ce q dans quelle position je peux être pour apprendre des choses, développer du réseau, voir des trucs très différents qui vont me servir pour plus tard. Donc tout moi, à j'ai fait. toujours cette réflexion-là. Même aujourd'hui, je cherche pas du tout à maximiser, l'argent que je gagne ou ce genre de choses. Je cherche vraiment à maximiser, hem, l'apprentissage et le développement, d'assets, je sais pas comment traduire en français, mais Oui, de c'est dur à traduire, mais ouais, de ouais, compétences, de réseau, de tout ce que je vais pouvoir, tous tout ce qui des va pouvoir éléments. m'être utile, Mmh, à l'avenir, quoi. Donc c'est ouais. vraiment ça que je cherche. Et par rapport donc tu disais à tes 2 livres, hem, tu l'as fait, parce qu'il y avait, une demande de la part de ta communauté, que c'était un objectif à toi dès le départ? Est-ce que c'est, plus une synthèse de ce que tu as appris ou c'est vraiment des nouveaux apports, pour ta communauté? Est-ce Ouais, alors, C'était toi un objectif personnel à la base ou c'est venu un peu au fur et à mesure?
Ouais, alors ça a démarré, plutôt comme un objectif personnel, et en fait enfin, ma communauté, mon audience, je l'ai construite, au moment où j'ai écrit mon premier livre, donc c'était en Mmh. 2017. Ouais. Hem, Tu vois, avant, j'avais écrit un peu des articles, mais j'avais pas formalisé Mmh. de liste email par newsletter, ce genre de choses, tu vois? J'avais pas du tout fait, et là, en écrivant ce livre, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit: «C'est bien de l'écrire, mais il faut avoir des gens, qui ont envie de le lire à la fin, Oui. quand il est Mmh. sorti», Mmh. et donc c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'ai un système pour, maintenir les gens au courant, les impliquer dans le processus, et pour que le jour où ils sortent, ils aient envie de le lire et de l'acheter. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à créer ma communauté, et ensuite, tu vois, j'ai continué. Mon premier livre, c'est surtout, je dirais une synthèse, comme tu l'as dit, de Ouais. plein de choses que j'avais lues, d'idées qui m'ont marqué, et un peu de messages que j'avais envie de partager, au monde. Mmh. Et ensuite, mon deuxième livre, c'était plutôt, que j'ai écrit en 2019. Je l'ai publié il y a un peu moins d'un an. C'était un livre, hem, que j'ai écrit pour des créateurs comme moi. Tu vois? Des gens qui ont envie de D'accord. créer des choses, Ouais. des gens qui ont envie de faire des choses, qui savent pas vraiment comment faire, et surtout, hem, le message du livre, donc, s'appelle Expédition créative. Mmh. C'est-à-dire que quand tu fais un projet, la grande difficulté ou l'ennemi, c'est pas le marché, c'est pas les autres, mais c'est toi. Oui. C'est tes doutes, c'est tes peurs, c'est tout ce qui te freine, tout ce qui te ralentit. Et donc j'ai essayé d'écrire un livre, en m'adressant aux créateurs et aux gens qui font des choses, des podcasts, des vidéos, des articles, des boîtes, Mmh. et en essayant de les prendre par la main à chaque étape d'un projet, et de leur donner des conseils, des approches, des stratégies, des méthodes, pour aller au bout de leur projet, quoi. Ah ça, c'est très intéressant, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça sera utile. Ouais, moi je l'ai écrit ce livre avec vraiment, moi en tête, quoi. Le moi d'il y a quelques années, en me disant, quand j'ai écrit mon premier livre, et même quand j'ai Mmh. en fait, avant de commencer à écrire, j'avais fait plein de projets, et à chaque fois, j'abandonnais au bout de quelques mois, où ça n'allait nulle part et où je savais pas comment m'y prendre, et donc tout ça, en fait, Mmh. ça a nourri une frustration en moi un peu, parce que, tu vois, je me suis dit, «En fait, tout ce que je fais, ça sert à rien, ça va nulle part», et je m'en suis servi, dans mon livre pour essayer de surmonter les challenges que tu rencontres quand tu crées un projet, quoi. Et en plus, voilà, c'est aussi, dans ton écriture, c'est aussi un apprentissage pour les autres, mais aussi pour toi-même. Donc c'est un double bénéfice, je pense, mmh. Ouais. Et aujourd'hui, tu as quel retour par rap qui donc ce livre, est-ce que ça a bien fonctionné? Quel retour tu as eu par rapport à ça? Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire un 3e? Écoute, déjà les retours ils sont hyper positifs. Moi j'ai la sensation d'avoir progressé entre le premier et le deuxième. Je Ouais. trouve que le deuxième est beaucoup plus abouti. Hem et tu vois, ce qui est dingue, c'est que j'ai encore, toutes les semaines, déjà je fais des ventes quasiment tous les jours. Ça c'est dingue de se dire que Mmh. voilà, il y a un ça se nourrit, et toutes les semaines j'ai des messages de personnes qui me disent: «Je suis en train de lire ton livre, j'adore, ça répond à mes questions, c'est génial». Donc ça Positif. c'est Ouais. trop cool, et c'est pour ça que je l'ai fait. Après, un troisième, pourquoi pas, mais je sais pas. Parce que c'est quand même un gros investissement en temps, et c'est quand même, le retour, en fait, je sais pas si c'est le meilleur investissement en temps que tu peux faire. Oui, bien sûr. Parce que, voilà, parce que j'estime que si tu veux vraiment bien le faire, il faut être prêt à passer 6 mois, un an à pratiquement faire que ça, quoi. Mmh mh. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu aies des ressources à côté pour vivre. Ouais, Il c'est un faut, investissement énorme, quoi, c'est un investissement énorme, et puis, je pense aussi que si tu veux créer quelque chose d'exceptionnel, tu vois, d'intemporel, vraiment mémorable, il faut que tu aies des choses à raconter. Il faut que tu aies des choses uniques, ou il oui. faut que tu aies développé un point de vue, il faut que tu aies vécu des choses, et aujourd'hui, tu vois, j'en suis pas là, et donc ma réflexion, c'est plutôt comment est-ce que je peux vivre des choses? Comment est-ce que je peux Ouais. créer des projets Mmh. que je vais pouvoir ensuite peut-être raconter, quoi? Et justement, ça tombe bien parce que j'allais rentrer plus dans le voyage et je pense que c'est important justement de vivre des expériences pour se nourrir et après raconter des choses. Ouais. Donc par rapport au voyage, toi, est-ce que tu as toujours beaucoup voyagé? Est-ce que c'est venu sur le tard?
comment le nomadisme digital est arrivé un petit peu, est arrivé pour toi? Alors moi, alors plus jeune, j'ai pas vraiment beaucoup voyagé. J'allais souvent, surtout en France en vacances, un petit peu à l'étranger, mais j'avais jamais fait de gros voyages. Hem et en fait, le nomadisme digital, c'est vraiment venu avec le côté digital, tu Oui, vois? oui. Mmh. C'était, une espèce de recherche de liberté. Mmh. En fait, il faut vraiment que tu couples entrepreneuriat, liberté Oui, et c'est tes propres règles du jeu, quoi. Il y oui, a un c'est ça. côté, Mmh. incroyable de se dire, en fait, je voyage, mais je suis pas en vacances. Tu vois? Ça, Ouais, c'est dingue. Ça, je trouve ça oui, incroyable. ouais, De se dire, je prends pas sur mes 5 semaines de vacances, mais c'est ça. en fait, je suis, là où je veux, je bosse, je gagne de l'argent, je suis autonome et en plus, je suis dans un cadre, que j'ai choisi, qui évolue régulièrement et et quand je suis parti au début de l'année, j'étais à Bali avec un ami et en fait, on se disait souvent ça, qu'on se disait: «En fait, on n'est pas en vacances là. Ouais. En fait, c'est juste notre vie normale, quoi» et Mmh. ça, c'est un sentiment que je trouve assez incroyable. Je pense pas que tu puisses, je sais pas si je vais voyager et rester un peu comme je le suis actuellement, à savoir, sans appart et tout, toute ma vie parce que c'est quand même, un mode de vie qui est complexe et qui a quand même des contraintes. Mmh. Mais par contre, tu vois, moi, dans l'année à venir, mon plan, c'est de continuer à rester comme ça et à voyager, Ouais. un mois par-ci, un mois par-là, quoi. Ouais, Parce que bah, c'est hyper enrichissant et parce je que excuse-moi, non, parce que non, c'est très non, enrichissant non, et non, que je me retrouve complètement. Moi, j'étais en ouais, Thaïlande, juste avant le covid aussi, donc c'est exactement ça ouais, et le fait de, finalement, c'est ni des vacances, ni c'est comme une parenthèse, en fait. C'est assez particulier et le fait de pas ouais, avoir à demander des congés pour partir, c'est assez gratifiant, quoi. Mmh. ouais, c'est un peu, tu un peu dans une bulle, hors du temps, quoi. Tu Moi, j'avais prévu d'aller en Thaïlande aussi en mai, mais du coup, D'accord. oh non, en avril et du coup, ça va plus se faire, mais du coup, on était à Bali et au Vietnam. Enfin, moi, j'étais au Vietnam, tout seul et c'est clair que, enfin, tu es dans un autre monde, quoi. Tu En plus, moi, j'avais fait 2 ans à Paris, donc et Paris, c'est quand même, fatigant quand tu prends le métro tous les jours, tu as des grosses journées de travail, et là, de se dire: «Ouais, tu prends ton scoot le matin, il fait 30°, tu vas au Mmh. coworking, tu prends ta noix de coco, ton repas le midi, enfin, le soir, tu vas sur la plage, enfin, c'est vraiment hors du temps, c'est vraiment spécial, ouais. Et du coup, donc quand tu étais là-bas, comment tu partageais, ton temps un peu, Bah, moi, en plus, donc le pote avec qui je suis parti, Alexis, lui, était déjà freelance depuis 1 an, Oui. et moi, j'étais freelance depuis 1 mois. Donc tu vois, c'était assez récent Ouais. et Mmh. j'avais des clients, mais je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est quand même le début, il faut quand même que je sois sérieux». Enfin, je le suis encore aujourd'hui, mais voilà, tu vois, tu te mets une petite pression Mmh. supplémentaire. Donc on était assez strict et assez rigoureux sur notre organisation. Donc en fait, on avait une journée de travail assez classique, hein. On se levait le matin, on allait au coworking en scooter. On avait pris un coworking du coup, en plus, Mmh. pour avoir des bonnes conditions de travail. On allait en scooter au coworking. Le midi, on faisait une pause, on mangeait tranquillement et tout et après l'après-midi, on reprenait un peu plus tard et on finissait un peu plus tard. On finissait Ouais. vers 20h, on va dire 19-20h et puis ensuite, tu vois, tu vas sur la plage, c'est à 2 minutes, au final, les journées de travail, elles sont assez similaires à ce que j'avais en tant que salarié, Mmh. sauf que tu es dans un cadre, bah, qui est incroyable, et puis par contre, voilà, ce qu'on se faisait aussi, c'était, il y avait des semaines où on se prenait le vendredi, off, on allait sur une Oui. île ou enfin, tu vois, on se disait: «Bon, bah, voilà, s'il faut bosser un samedi ou s'il faut bosser un peu plus, eh ben, on compensera» et puis voilà. Hem, faut trouver l'équilibre entre, C'est ça. se mettre la pression, vouloir faire ses chiffres, vouloir faire sa mission et aussi lâcher prise et se dire: «OK, là, si cette semaine ou si ce mois-ci, je fais un peu moins, c'est pas grave, je vais kiffer ma vie» et puis il faut profiter aussi du cadre, quoi. Mmh. C'est ça. Une fois que tu es C'est sur bête place, d'être, ouais, c'est bête d'être, uniquement dans un état d'esprit, travail, travail, travail et puis tu es là-bas, bon, tu profites pas tellement. Donc faut réussir à trouver cet mmh, équilibre qui est pas simple, mais c'est une belle question à avoir en tout cas.
Ouais, justement, le fait de redistribuer les cartes. Voilà, le samedi, c'est plus un samedi, le dimanche, ça veut plus rien dire, mais c'est ça qui est Mm. intéressant, en fait, c'est de pouvoir travailler quand, plus ou moins quand on le souhaite et Ouais, d'organiser en fonction, quoi. ouais, grave. Ok. Ensuite, est-ce que ça te va si on parle un peu plus de toi, de ton métier, de ta spécialisation en termes Ouais, d'écriture? Parce qu'on a un peu évoqué le copywriting, mais expliquer un peu plus pour ceux qui ne savent pas et que ça intéresserait. Qu'est-ce que tu fais ouais. concrètement? Sur la partie freelance, tu veux dire? Oui, oui. Ouais. Alors sur la partie freelance, déjà je fais plein de choses. En fait, moi, le freelance, je le vois comme un moyen de supporter ce mode de vie, tu Mm, vois. Euh, C'est-à-dire que je, comment est-ce que je peux dire ça? Euh, le freelance, tu vois, c'est pas mon projet en tant qu'indépendant. ouais, Moi, mon projet, c'est plutôt de monter des projets et essayer de monter une boîte. Et donc, en fait, je vois le freelance comme ce qui m'offre la flexibilité pour faire ça, le temps, voilà, un peu plus de liberté. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui te disent travaille ton positionnement, sois très précis dans ce que tu fais, accepte uniquement un type de client, un type de mission. Moi, je suis assez large dans mon approche. Ma compétence de base, c'est le copywriting. mm, Euh, et dans le copywriting, moi, ce que je sais faire, c'est plutôt des emails très longs, des articles assez longs, des longues pages de vente. Tu as des choses qui demandent du temps, qui demandent de la ouais, maturation, qui demandent beaucoup de recherche. Et donc j'ai des missions qui s'orientent là-dedans. Tu vois, des articles de blog très longs, mm, des newsletters très longs. Tu vois, j'ai continué un peu à travailler avec Live Mentor là-dessus. Mais aussi, il m'arrive d'avoir des missions différentes où c'est plutôt écrire des pages de vente très courtes et très mm, impactantes, enfin plutôt des ouais, landing pages. ouais, Écrire également des petites séquences email de prospection, par exemple. mm, Donc, tu vois, je me limite pas vraiment dans les missions que je prends et que j'accepte. mm, Euh, Moi, ça me fait plaisir et ça m'intéresse aussi de voir des choses différentes, oui, des univers très différents et des types de missions très différents euh, que je connais pas forcément parce que tu vois, ça m'ouvre à d'autres choses, ça m'enrichit, ça m'apprend des choses. Donc, euh, donc, ça tourne toujours autour de l'écriture, du copywriting. C'est comment tu écris pour avoir de l'impact et pour pousser à l'action, tu vois, si je schématise. Euh, et donc, ça se décline sous plusieurs formes. De l'article de blog, de la page de vente, de la landing page, de la séquence email, de la newsletter. ouais, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Et du coup, comme tu as un positionnement assez général, sans forcément les nommer, mais pour quel type d'entreprise tu travailles et t'aimes travailler, pour quel secteur? Ouais. Euh, moi, ce qui me plaît de base, et je pense que c'est important, sinon c'est Mm, compliqué, c'est d'écrire. Tu vois, euh, j'ai découvert ça un peu tard, mais j'aime être tout seul chez moi avec ma musique et puis écrire. Tu vois, ça, c'est un ouais. truc qui m'épanouit. Mm. Et du coup, je le fais aussi à titre perso. J'ai un blog, j'ai le blog de Source Writing, Oui. j'écris pour Mm. longue vue. En fait, pour tous mes projets, j'écris. Tu vois, c'est la base de tout ce que je fais. Et donc, foncièrement, quand un client me dit faut écrire ça, tu vois, j'aime bien. Ça me plaît. Et ensuite, moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est euh, d'essayer d'expliquer un sujet ou de creuser un thème ou de raconter une histoire. Ça m'intéresse encore plus. Et donc, c'est pour ça que moi, de base, dans l'émission que je fais, dans le début de positionnement que j'ai, ce qui m'intéresse, Oui. c'est voilà, c'est plutôt des formats assez longs, assez travaillés, où tu prends le temps de développer un truc. Moi, parce que moi, je suis plutôt attiré vers le format long. Tu vois, si tu vas sur le blog de Social Writing, c'est que des trucs très longs que j'ai fait. Mm, mm. Euh, et donc, c'est là-dessus que je trouve que je suis le meilleur. Euh, et dans les clients que j'ai, alors, c'est assez varié, mais je dirais que c'est essentiellement des startups ou des structures assez petites ou un peu Ouais, tech. d'accord. Et en plus, si je devais dire une industrie, je dirais qu'il y a un côté éducation. Bah, Ok. forcément, c'est très marqué par ce que j'ai fait chez Live Mentor. Oui. Un côté sur le côté entrepreneuriat marketing et le côté un petit peu future of work, donc digital nomadisme, le freelancing, comment on va travailler demain, ce genre de sujet, quoi.
Et D'accord. donc, c'est des acteurs, en fait, il y a plein d'acteurs différents là-dedans, mais disons que c'est pour ce type d'acteur que je travaille essentiellement, quoi. OK. J'avais une autre question par rapport à ça. Est-ce que toi, au quotidien, tu es toujours entouré de beaucoup d'entrepreneurs est-ce que tu fais partie de mastermind, par exemple? Est-ce que, voilà, dans ton approche, dans ton travail, tu as des inspirations ou, ou pas tant que ça? Ou est-ce que tu te fais aider d'autres entrepreneurs? Ouais, alors ouais, c'est hyper important et je pense que quand tu es freelance, tu peux vite, être tout seul Mm. et sauf si tu as travaillé avant, bah, il y a un truc qui te manque un peu, c'est le côté, social, les collègues et cetera. Moi, j'ai de la chance, je suis un peu solitaire, donc ça va par rapport à ça. Mais par contre, hem, je trouve que c'est essentiel quand tu te lances, même quand tu es indépendant, même quand tu te lances pas, mais quand tu es Oui, indépendant, d'avoir un groupe de gens autour de toi, hem, qui sont un peu dans le même état d'esprit, qui se posent un peu les mêmes questions pour se tirer vers le haut. Tu vois? Je trouve que ça, c'est vraiment hyper important, et c'est un truc dont on parle assez peu. J'ai fait un article il y a quelques semaines sur, le bilan de mes 6 mois en freelance oui, et c'est un point que j'ai marqué, c'était, avoir une communauté de 5-10 personnes autour de soi, à qui tu peux parler souvent, à qui tu partages tes challenges, tes défis, tes questions et qui potentiellement, soit elles ont déjà passé, soit les traversent également. Parce qu'en fait, ça te rassure, ça t'aide, ça te pousse, voilà, ça enlève tes peurs et donc c'est hyper important. Donc moi, j'ai un petit groupe on est une petite dizaine, où on est chacun, un peu dans cet univers du freelancing, du marketing et cetera et on a un groupe Slack, mmh, on se fait des week-ends parfois, on se fait des retraites ensemble et donc tu vois, on parle de ce qu'on fait, on s'entraide, on se fait des sessions de travail sur les questions de chacun et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, ça apprend plein de trucs et ensuite de là, bah, ils naissent des collaborations, naissent des entraides parce que vu qu'on fait tous des choses assez similaires, mmh, en fait, on peut tous s'aider et on peut tous se tirer tout vers à le haut. fait. Donc ça c'est hyper important. Hem et ensuite, oui, enfin, quand tu es indépendant, moi j'estime qu'il faut se nourrir tout le temps et donc moi pour ça je lis beaucoup. Tu vois? Pour moi les livres, c'est une forme de mentor un petit peu. Ouais, Tu vois? En ce moment avec Longue Vue, on est à fond sur les biographies parce qu'on trouve que quand tu lis une biographie, en fait, tu te nourris de l'expérience de la vie d'un autre, en fait et donc mmh, tu vois les choix, tu vois les doutes, les décisions, les succès, les échecs et tout ça, c'est hyper enrichissant. Et tu vois aussi que, il y a jamais un seul chemin pour réussir ou il y a jamais un seul mmh. chemin, tu vois? Il existe des milliers de chemins, enfin une infinité de chemins propres à toi et à ce que tu veux faire. Et donc, pour ça, c'est hyper rassurant. Et après, moi aussi, je suis très actif sur Twitter. J'adore Twitter parce que je trouve que tu as plein de personnes hyper intéressantes Ouais. et j'ai rencontré plein de gens, trop cool, grâce à Twitter et plein de discussions passionnantes, sur, tous les sujets liés à entrepreneuriat, marketing, l'argent, enfin plein de trucs, que je trouve difficilement ailleurs. Donc, tu conseillerais, par exemple, à des personnes qui veulent se constituer un réseau, de passer par les réseaux sociaux ou par des messageries instantanées pour se faire un petit groupe, ou Ouais, ça dépend, après chacun a ses méthodes de faire, hein, mais c'est ça. Nous, en fait, nous, quand on a fait notre petit groupe, je vais te raconter comment on avait fait. Donc moi, j'ai mon ami qui s'appelle Alexis oui, Minkela qui a le podcast, Tribu Indé, où OK, ouais, c'était avec lui que j'étais parti en Asie. On était à l'école ensemble et en fait, on a gardé contact, d'accord, depuis, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Et on était tout le temps ensemble à parler entrepreneuriat. Avec ensuite, chez Live Mentor, j'ai rencontré Kylian, qui a également un podcast, une newsletter et une chaîne YouTube et on a commencé à se voir tous les 3 et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire un petit groupe de 5-10 personnes qu'on va élargir». Donc on est parti de connaissances, qu'on connaissait oui, vraiment mmh, et on s'est dit ensuite: «Bah, si chacun ramène 1 ou 2 personnes qu'on connaît et qu'on pense dans le même état d'esprit, ça nous fait un groupe de 10 personnes» et donc c'est ce qu'on a fait. On a chacun ramené une 1 per ou 2 personnes, soit des collègues, soit des gens qu'on avait vus ou des connaissances et cetera et c'est comme ça qu'on a créé notre groupe. Donc donc ça, c'est une méthode de faire, c'est une manière de faire et puis après, tu vois, si tu discutes avec des gens sur, les réseaux sociaux, s'il y a souvent les mêmes thèses qui revient, bah, tu prends des mmh, cafés, tu crées des liens et ça se fait comme ça, quoi. top. Mais c'est, ouais, c'est intéressant de voir
comment c'est né votre petit groupe. Ouais. Après, donc là, aujourd'hui, bon, on est un peu bloqué, mais quels étaient tes autres projets de voyage et tes projets de manière générale? Est-ce que tu peux expliquer juste en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Longue Vue, puisque moi je suis, Ouais. mais que les gens qui nous regardent sachent de quoi il en est. Ouais, alors à la base, avec Alexis, on devait partir en Asie de février à fin mai. Du coup, là, on est rentrés tous les deux fin mars, donc ça a été un petit peu avorté. Mm. Hem, Là, je sais que lui, il va prendre un appartement, mais il quitte Paris également. Moi, le plan, c'était de continuer à rester un peu nomade et à bouger. Et Ouais, donc là, pour le coup, le Covid ne change pas tellement mes plans. Peut-être que je partirai moins loin du coup, mais je pense partir fin septembre, début octobre en Europe, par exemple à Prague ou à Budapest. J'irai bien là-bas 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Et après, bah, voilà, continuer à bouger un peu en fonction de la situation et de ce qu'on peut faire. Je retournerai bien en Asie peut-être l'année prochaine, si c'est possible, parce que mm, j'avais quand même bien aimé. J'aimerais bien découvrir la Thaïlande aussi. Et après, bah, du coup, effectivement, avec Longue Vue, du coup, à la base, on a juste créé une newsletter où on recommande des livres non-fiction qu'on trouve intéressants, donc des livres de ouais, business, marketing, etc. Et on avait beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire. Et du coup, on a, on a l'idée qu'on a et le produit qu'on va lancer en septembre, c'est, comme je te le disais un petit peu avant, c'est d'un côté, il y aura une box, donc une box mensuelle en abonnement, dans laquelle tu recevras une biographie par mois, qu'on sélectionne, qu'on choisit parce que tu vois, il y a plein de leçons, plein d'enseignements. Et donc en français. Et en plus de ça, autour du livre, il y a une communauté sur un forum, des sessions sur Zoom. Et en plus, on va faire venir soit l'auteur quand c'est possible, soit un expert du sujet pour parler du livre et aller plus loin. Tu vois, creuser les leçons, d'accord. creuser les expériences qui ont été faites. Euh, Parce que voilà, vraiment, Ouais, il y a un côté, tu lis et tu assimiles, et ensuite, en échangeant, en discutant, tu vois, tu retiens vraiment les choses, et donc tu les intègres. Et donc, on va lancer ça en septembre avec un crowdfunding, vu que tu vois, ça demande un peu de fonds de commander les livres en gros et la partie logistique, oui, il y a un peu de budget. Donc, on va lancer un crowdfunding le 15 septembre pendant 1 mois. Donc là, on bosse dessus avec Jean-Charles, qui est mon associé. On prépare une belle vidéo, on prépare le lancement du crowdfunding, et surtout, il y a plein de petites questions logistiques mm, à gérer. Par exemple, où on commande les cartons, où est-ce qu'on emballe, comment est-ce qu'on envoie les trucs. Donc, c'est plein de questions que moi, je ne connaissais pas et qui m'apprennent plein de choses. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Euh, c'est pour ça que je vais devoir être là en France, surtout peut-être chez mes parents ou ailleurs, quand le crowdfunding sera terminé, parce qu'on va devoir ouais, emballer les cartons et les envoyer. mm, Après, le but, c'est qu'on atteigne rapidement un volume suffisant pour déléguer la partie logistique à un logisticien. ouais, Mais les 2 premiers mois, je pense qu'on va devoir faire les cartons et les paquets à la main. Mais du coup, ça va nous apprendre comment on fait, donc c'est intéressant. Donc voilà un peu pour mes plans les prochains mois. Le crowdfunding 15 septembre. Ensuite, je partirai bien 3 semaines, être de retour vers le 15 octobre euh, pour emballer les cartons et vraiment lancer le projet, quoi. top. Ah, c'est super. Ben, on va suivre ça avec grand intérêt. Trop cool. Est-ce que aujourd'hui, en termes de, voilà, dans tes journées, tes projets, etc., est-ce que il y a certaines choses que tu sens encore que tu pourrais améliorer ou est-ce que là, tu as trouvé un certain équilibre perso-pro? Comment tu vois un peu ton évolution aujourd'hui et encore tes pistes d'amélioration s'il y en a? Hmm. C'est une bonne question. Évidemment qu'il y a des pistes d'amélioration, hein. Je pense que tu progresses tout le temps et tu Mm. apprends toujours des choses. Euh, Moi, sur la partie entrepreneuriale, euh, tu vois, avec Sociwriting et là avec Longue Vue, tu vois, j'ai réussi à impulser des débuts de projet, tu vois, Oui, fédérer une petite communauté, faire un lancement, intéresser des gens. Maintenant, moi, mon enjeu, c'est d'apprendre à vraiment créer une boîte qui tourne, tu vois, créer un vrai projet avec tout ce que ça implique.
Mmh. Donc là, tu vois, moi, c'est le challenge qui m'attend sur les prochains mois et sur lequel je vais me concentrer. Hem Et c'est pareil sur Socialwriting où pour l'instant j'étais tout seul. Là, j'ai trouvé un associé qui va me permettre de passer moins de temps sur le projet pour en D'accord. passer plus sur longue vue, mais tout en continuant à développer le projet. Donc tu vois, c'est un équilibre à trouver. Ouais. Mmh. Donc là, on passe le stade où on va créer la boîte, on va créer une SAS et donc ça va être, bah, comment est-ce que, tu crées un truc qui tourne tous les mois, hem, un truc qui permet de te payer? Parce qu'aujourd'hui, je me paye un petit peu, mais c'est pas suffisant pour faire que ça. Hem Tu vois, pour moi, c'est le palier supérieur, il est ici. C'est J'y ça. suis pas encore. Ouais. Et donc ça implique, plein de choses à apprendre. Et je comprends aussi que je vais avoir un enjeu tu vois, de bien me focus et d'arriver à être efficace pour, concilier longue vue qui va être mon projet principal, qui va être là où je vais dédier le plus de temps, mais aussi passer un peu de temps sur Socialwriting pour que ça avance et tant que, bah, je gagne pas d'argent avec ces 2 projets-là, bah, continuer le freelance pour, vivre, tu vois? Mmh. Donc je vais devoir, concilier ça. Pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. Après le projet longue vue n'est pas encore vraiment lancé donc je pense que l'enjeu sur, voilà, les mois de la fin d'année, ça va être vraiment de trouver un équilibre là-dessus, quoi. Et tu penses que enfin, voilà, en tant qu'entrepreneur, on a toujours envie de je pense, de créer un truc derrière ou de créer des trucs en plus. Là, aujourd'hui, enfin, voilà, sur tes projets, tu penses que ça te correspond assez bien? Est-ce que tu imagines encore quelque chose derrière ou pour l'instant, voilà, c'est déjà suffisant de ton côté? Non, pour l'instant, bah, oui, c'est suffisant. Moi, ma vision idéale, c'est tu vois, de plus faire de freelance. Mmh. Hem, Comme je te dis, je trouve ça enrichissant, mais c'est pas ce qui m'épanouit le plus. Mmh. Donc tu vois, si dans 6 mois, j'ai Longue Vue qui est mon projet principal, j'ai Source Writing à côté, sur lequel je passe un peu les 2 projets, bah, cumulés, bah, ça me fait mon revenu mensuel, tu vois? J'en serais content. Hem, Parce que voilà, on peut pas tout faire, il faut se Mmh. focus, il faut être organisé. Si tu veux bien faire les choses, voilà, il faut faire des choix. Donc déjà, le premier choix qu'il y aura à faire, c'est d'arrêter le freelance. Mais bon, c'est pas facile et ça demande du temps. Ouais. Là, je construis, dans cet objectif-là. Hem, mais donc après voilà, les 2 projets, Socialwriting et Longue Vue, ils me correspondent, moi j'adore les 2 projets. Il y a 2 opportunités très différentes, mais c'est 2 choses dans lesquelles je crois beaucoup, hein, c'est l'écriture et la lecture. Pour moi, et en plus, c'est très complémentaire Mmh. donc voilà, moi dans l'idéal, j'ai Longue Vue qui est mon projet, principal avec Jean-Charles et puis, Socialwriting qui est un peu, en sous-main dans lequel, mon associé qui s'appelle Youssef développe le projet au quotidien et puis moi je suis plus là en support, en stratégie, en conseil, et voilà, j'aide le projet à se développer quoi, parce que les 2 m'intéressent et parce que j'ai pas envie Ouais, de que choisir. Socialwriting, prenne fin ou que je quitte le projet quoi. D'accord. Voilà. Hem, OK. Est-ce que, tu aurais, finalement, des conseils, soit enfin, des conseils pour ceux qui veulent devenir digital nomades ou qui veulent, se lancer dans l'écriture? Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que toi, il y a aussi je sais pas, des thématiques en particulier que tu aimerais bien, aborder davantage, par exemple ici ou ailleurs? Des conseils, c'est un peu vaste, puis c'est toujours difficile de donner des conseils parce que ça fait toujours écho à toi, C'est vrai. ton expérience. Mmh. Mais alors du coup, pour se lancer dans l'écriture, bah, pour le coup, c'est assez simple, il faut écrire beaucoup. Tu vois, quand tu écris, quand tu démarres, il y a un petit palier à franchir au début qui est, j'ai peur de ce que j'écris. J'ai peur de montrer que j'écris, j'ai peur d'affirmer que j'écris. Et, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui aimeraient écrire mais qui n'écrivent pas, qui ont un blocage. Tu vois, ils n'arrivent pas à passer ce petit déclic à avoir qui est OK, j'écris, c'est pas parfait, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, j'écris et je comprends surtout que si je veux devenir bon en écriture, il faut écrire beaucoup. Donc, euh, donc je dirais écrire sans prétention, sans ambition, avec humilité et juste publier plein de trucs. Parce que c'est Ouais. comme ça que tu vas, en étant régulier, que tu vas progresser. Sur la partie digital nomade, le conseil que je donnerais, c'est de bien préparer la chose, de ne pas partir un peu la fleur au fusil, mais de se Mmh. dire
d'avoir un plan sur, 1 année, 2 années, quoi. De se dire: «OK, je sais que j'aimerais partir, fin 2021. Ça veut dire que, je dois être serein sur ma capacité à gagner de l'argent». Parce que je pense Mmh. aussi si tu es à l'étranger et que tu as pas de mission en freelance ou que tu as pas de source de revenus, ça peut vite être stressant et vite très compliqué. Donc, moi le conseil c'est plutôt partir la tête sereine, partir en sachant que, il y a des clients, qu'on gagne de l'argent et qu'on est serein sur notre capacité à avoir d'autres clients si jamais il y a un problème. Mmh. Donc ça veut dire, travailler sa marque perso, hem, avoir plein de missions, voilà, créer un début de truc avant d'être radical et de partir à l'étranger. Tu vois? Créer ça en France, en parallèle d'un job, en parallèle des études, le créer patiemment, le créer tranquillement et comme ça la transition avec le digital nomade, être à l'étranger, ça se fait, le plus naturellement possible, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est justement, ce que je conseille sur mon blog, voilà. Et il y a un minimum quand même, d'émissions, une certaine Ouais, sécurité financière, ouais. une activité. Mais après, voilà, vous pouvez aussi partir dès qu'après il y a une petite base, vous pouvez partir, Ouais. rapidement, il y a pas de souci, surtout par exemple en Asie, Mmh. voilà, dans des pays comme ça où Ouais. c'est très facile de partir comme digital nomade. Ouais, et pour le coup, c'est très simple, hein. Si ça marche en France, il y a pas de raison que ça marche pas à l'étranger, et pour le coup, ouais, enfin vraiment, nous, on a la chance de pouvoir travailler depuis n'importe où, donc faut en profiter. Ça serait bête Mmh, de passer à côté de ça. Et puis, pour le client, ça fait aucune différence qu'on soit en France ou à l'étranger. c'est Tant qu'on est ça. pro et qu'on travaille, c'est bon, quoi. Ouais, et j'ai une dernière petite question pour toi parce que je sais j'ai une abonnée qui m'avait posé cette question et comme ça je te la pose à toi aussi. Vas-y. C'était comment tu as annoncé à tes clients que tu partais à l'étranger? Bah, j'aurais même pas dit. Enfin, Ça fait pas de je différence. Mmh. je sais que c'est une question qui revient souvent quand on Ouais. parle de digital nomadisme, c'est comment on le dit à ses clients. Mmh. Hem, mais pour moi, vraiment, ça faisait aucune différence. Hem, alors j'ai la chance de bosser pour des boîtes en plus qui sont en remote, donc Oui, en plus de base, eux, ils ont aucun bureau, donc que je sois en France, d'accord. vraiment eux, ils s'en foutent. Hem, par contre, il y a une boîte qui il y a effectivement une boîte qui m'avait dit, «Nous d'habitude, on aime bien que les freelances soient dans nos locaux». Tu vois? S'ils viennent un jour par semaine, qu'ils viennent dans nos locaux un jour par semaine. Moi, je leur avais dit: «Bah, en fait, moi, je pourrais pas, je serai en Asie». Et au final, c'est pas grave, ça s'est quand même fait, quoi. Mmh. Tant que tant que tu montres que tu es pro, que tu as les compétences qu'il faut et tant que le client a vraiment envie de bosser avec toi, que tu sois dans ses bureaux ou ailleurs, c'est pas grave. Après, c'est à toi voilà, de délivrer et d'être bon pour ton client, mais tant que je suis là, pour moi, il y a aucun problème, quoi. C'est ça et puis éventuellement tu fais une visio, voilà, il y a Ouais, pas c'est de ça. souci, Faut faire tu fais des visios régulières si besoin, tu es en contact avec eux, enfin, faut être réactif, quoi. mmh, Mais que tu sois dans la Drôme ou, à Bali, voilà, en soi, à part le décalage horaire, qui se gère très bien, il y c'est a il y a ça. pas vraiment de problème, quoi. OK, le petit mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Non, bah, si vous voulez me suivre, j'ai, une newsletter sur mon site, valentindecker.com, et c'est là que je parle de tous mes projets. J'envoie une newsletter, je suis pas très régulier, mais, généralement, c'est une, tous les 2 dimanches à peu avec, près? mes projets, des ressources, des réflexions, des livres intéressants, et puis des conseils, sur ce que je vis. Voilà, Super. Moi, oui, voilà, je suis avec grand plaisir ta newsletter, donc je vous la trop bien, recommande, sans aucun problème. Voilà. génial. Et beh, merci, beaucoup Valentin Merci pour beaucoup à cet toi. échange très intéressant. On pourra garder contact avec grand plaisir et puis, bon courage et on espère pouvoir partir bientôt. Ça Voilà. marche, c'est grave. Merci beaucoup à toi Marion, à bientôt. Merci. Ciao. Salut.